Par une nuit glaciale dans l'océan Pacifique, un paquebot transportant plus de 500 personnes envoie un appel de détresse. Mayday. Un incendie est devenu incontrôlable et des centaines de passagers âgés s'apprêtent à abandonner le navire alors qu'un typhon fonce droit sur eux. Cet appel déclenche l'un des plus grands sauvetages air-mer de l'histoire maritime moderne. Mais alors que les sauveteurs se précipitent pour les atteindre à temps, un problème plus grave émerge. Le Prince Endam n'avait été construit que quelques années plus tôt et était censé être l'un des navires les plus sûrs en mer. Alors, comment a-t-il pu se retrouver dans une telle situation ? Voici l'histoire du dernier voyage tristement célèbre du Prince Endam et comment il a failli se terminer en catastrophe. À la tombée de la nuit, le 3 octobre 1980, le Prince Endam naviguait dans le golfe d'Alaska en direction des côtes d'Asie de l'Est. Les jours précédents, les équipages avaient visité des ports abrités et des sites touristiques populaires, comme le parc national de la baie des Glaciers. Mais cette étape était différente. Le navire entamait une traversée de 4000 miles à travers l'océan Pacifique Nord, sans aucune escale prévue en cours de route. Pendant que le navire traversait les eaux de l'Alaska, les températures nocturnes frôlaient le gel, puis montaient beaucoup pendant la journée. Ainsi, les passagers, pour la plupart retraités, faisaient face à au moins une semaine de navigation à travers des mers froides et potentiellement agitées, loin des grands ports les plus proches en cas de problème. Mais le Prince Endam était considéré comme un navire extrêmement sûr. Construit pour Holland America, il avait passé une inspection de sécurité de la garde côtière américaine un an plus tôt. Cela malgré un petit incendie qui s'était déclaré dans les quartiers du chef de cuisine lors d'un voyage à peu près à la même période. De même, un incendie dans la salle des machines avait retardé la mise en service du Prince Endam lors des essais en mer. Mais la conception du navire suivait toujours les normes néerlandaises, plus strictes que les réglementations internationales dans certains domaines. Ignorant de l'historique d'incendie du Prince Endam, le problème le plus immédiat auquel les passagers sont confrontés est la traversée elle-même. Alors que le navire s'enfonce davantage en pleine mer, le service du dîner est inhabituellement silencieux. De nombreux passagers sautent complètement le repas, restant dans leur cabine en attendant que les comprimés contre le mal de mer fassent effet. Quelques heures plus tard, le navire se trouve à environ 120 miles des côtes de l'Alaska, et la plupart des passagers et de l'équipage se sont installés pour une première nuit agitée en mer. Pendant ce temps, l'assistant ingénieur Robert Kalf effectue une maintenance de routine dans la salle des machines. Il doit changer les filtres à carburant du système d'alimentation basse pression du navire, une opération qu'il a déjà effectuée des centaines de fois. Aux alentours de 0h40, Kalf remplace le filtre sans problème. Alors qu'il s'éloigne, il entend une forte détonation derrière lui. Surpris, il se retourne et voit un jet de gasoil de plus d'1 mètre jaillir directement sur un tuyau d'échappement brûlant. Quelques secondes plus tard, le carburant prend feu. Kalf et des membres d'équipage à proximité se précipitent pour éteindre l'incendie avec des extincteurs portatifs. Au début, leur priorité est d'empêcher le feu de se propager dans la pièce. Mais la situation se détériore rapidement. La conduite de carburant rompue projette du diesel dans la pièce, alimentant des flammes plus vite qu'elles ne peuvent être éteintes. Alors que la salle des machines se remplit de chaleur et de fumée, l'équipage est contraint d'arrêter les moteurs, laissant le Prince Endam immobilisé en mer. Ayant besoin de mesures plus drastiques, un officier mécanicien alerte le personnel de la passerelle, qui réveille le capitaine Cornelius Wabeck dans ses quartiers. Le capitaine a plus de 30 ans d'expérience en mer, et il commande le Prince Endam depuis sa mise en service. Maîtrisant parfaitement le navire, il prend rapidement le commandement, tandis que l'incendie s'aggrave en dessous. Aux environs de 1h du matin, le capitaine Wabeck atteint la passerelle. Il est accueilli par le bruit assourdissant des sonneries d'alarme et par le personnel supérieur anxieux qui attend ses ordres. L'un de ceux qui sont de service est l'officier radio en chef. Avec plus de 500 personnes à bord, l'officier est prêt à envoyer un signal de détresse d'urgence sur ordre du capitaine. Mais le capitaine Wabeck lui ordonne d'envoyer plutôt un message urgent en code Morse. La transmission est captée par la station de la garde côtière de Kodiak. Après avoir appris l'état du navire, la station demande au Prince Endam d'envoyer immédiatement un signal SOS complet. Étant donné l'heure de la nuit, la plupart des équipages de la région dorment. Alors il demande également à l'équipage d'activer le signal d'alarme automatique international.
Une fois déclenché, le signal fera sonner des cloches dans les salles radio et les cabines des officiers des navires à proximité, réduisant ainsi les risques que l'appel de détresse soit manqué. Mais envoyer un SOS complet n'est pas sans conséquence pour le capitaine Wabeck. Selon la loi maritime, tout navire qui aide à sauver le Prince Endam peut réclamer une prime de sauvetage auprès de Holland America. Ces paiements financiers peuvent être très coûteux et imposer de lourdes responsabilités au capitaine, car une urgence déclarée à tort peut avoir de graves conséquences sur leur carrière. Avec cela à l'esprit, le capitaine Wabeck hésite, malgré l'urgence de la situation. Il finit par ordonner à l'officier radio d'attendre avant d'envoyer l'alerte, pensant que son équipage peut maîtriser l'incendie. Mais l'officier radio refuse. Si je perds ma licence, que je reçois une amende et que je vais en prison, au moins je serai en vie, et les passagers et l'équipage aussi, si Dieu le veut. Après un échange houleux sur la passerelle, l'officier envoie un SOS complet, demandant une assistance urgente à toute personne à proximité. Dis-moi ce que tu as entendu du Prince Endam. Just SOS, SOS, ici le Prince Endam. Un paquebot est en feu. Les salles des machines sont en feu et la situation est inconnue. Alors que l'appel à l'aide retentit, des rapports désespérés arrivent de la salle des machines. Pendant près d'une heure, le capitaine et les officiers supérieurs ont essayé d'évaluer si l'incendie pouvait être maîtrisé manuellement. Mais leur hésitation a laissé le temps aux flammes de se propager. La salle est maintenant trop chaude pour que l'équipage y reste. En réponse, la salle des machines est évacuée et scellée, et le système anti-incendie du navire inonde l'espace de dioxyde de carbone. Bien que privé d'oxygène, l'incendie continue de brûler, s'enfonçant plus profondément dans les parois de la salle des machines, jusqu'à ce que les flammes commencent à détruire le câblage du navire. Les dégâts causent vite des dysfonctionnements électriques sur tout le navire. Peu de temps après, le Prince Endam perd sa propulsion et sa capacité de manœuvre. Pendant ce temps, les gardes-côtes commencent à organiser une opération de sauvetage, mais l'emplacement du navire pose problème pour plusieurs raisons. Pour commencer, la station des gardes-côtes la plus proche se trouve à plus d'1 heure de vol, et elle ne dispose que de 2 hélicoptères de sauvetage. Ce n'est pas du tout suffisant pour évacuer les personnes à bord du Prince Endam. Et même dans ce cas, les équipages aériens ne disposeront que d'un temps limité à proximité du navire, avant de devoir repartir pour se ravitailler en carburant. Pour aggraver les choses, les restes d'un typhon du Pacifique devraient atteindre le paquebot à peu près en même temps que les sauveteurs. D'après des responsables de la garde côtière, un adulte en bonne forme pourrait survivre environ 1 heure après être tombé dans le golfe d'Alaska. Mais l'âge moyen des passagers à bord du Prince Endam est de 72 ans. Cela rend la marge d'erreur terriblement faible. Beaucoup de ces passagers auront probablement besoin d'aide rien que pour monter dans les paniers de sauvetage, sans parler de le faire depuis un navire en feu avec des vents violents et de fortes vagues. Les autorités font venir des aéronefs d'autres bases régionales, obligeant les équipages à parcourir un trajet bien plus long pour arriver sur place. Parallèlement, les responsables cherchent des navires assez proches pour aider. Ces navires sont potentiellement vitaux car ils peuvent transporter bien plus de survivants que les hélicoptères. Ils peuvent aussi offrir un abri immédiat et des soins médicaux. L'un d'eux est le gigantesque pétrolier Williamsburg, à environ 160 km au sud du Prince Endam. Il reçoit le SOS. Il se dirige aussitôt vers le nord pour secourir le navire en feu. Pendant que l'opération de sauvetage s'organise, les passagers à bord du Prince Endam commencent à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Sous eux, la chaleur s'échappe par une gaine ouverte et monte vers les ponts supérieurs. Elle surchauffe les structures en acier au-dessus, y compris le sol de la cuisine et une pièce remplie de linge. En même temps, la fumée se répand dans les couloirs qui mènent aux cabines des passagers. Des passagers sont brusquement réveillés par de forts bruits et des mouvements dans tout le navire. Sentant le danger, ils enfilent immédiatement des vêtements chauds et attrapent des vestes. D'autres se réveillent plus lentement, confus par l'odeur de fumée et l'agitation à l'extérieur de leur chambre. Mais une fois qu'ils ouvrent la porte de leur cabine, l'ampleur du problème devient évidente. Une épaisse fumée noire s'engouffre depuis le couloir. Les passagers commencent à se prévenir les uns les autres qu'il y a un incendie quelque part sur le navire. En quelques minutes, des passagers effrayés se rassemblent devant leur chambre, ne sachant pas où aller ni quoi faire ensuite.
J'ai vu l'équipage courir dans les escaliers avec du matériel de lutte contre l'incendie très lourd. J'ai voulu retourner chercher des couvertures, mais c'était impossible. La fumée devenait trop épaisse. Alors que la panique se propage rapidement, le capitaine Wabeck s'adresse aux passagers vers 1h du matin pour tenter de contrôler la situation. Il annonce un petit incendie dans la salle des machines et demande à tous de quitter leur cabine pour rejoindre calmement le pont de promenade supérieure. Mais l'annonce ne suffit pas à calmer les nerfs des passagers. Abandonnant leurs affaires, la plupart n'ont pas le temps d'enfiler des vêtements d'extérieur et montent sur le pont vêtus de tout, des chemises de nuit au smoking. Certains n'ont que des chaussons pour protéger leurs pieds. D'autres sont pieds nus. Au cours de l'heure suivante, les équipes techniques continuent d'essayer de maîtriser l'incendie sous le pont. Mais les rapports qui arrivaient à la passerelle étaient de plus en plus inquiétants. Le feu s'est propagé à certains des ponts supérieurs et les dégâts en dessous deviennent de plus en plus difficiles à évaluer. La possibilité de perdre la salle des machines pousse les officiers à ordonner une inspection du navire. Le personnel vérifie chaque hublot pour détecter des dégâts et s'assurer qu'ils sont parfaitement étanches si le navire prend l'eau. Alors que l'équipage se prépare au pire des scénarios, les passagers se regroupent dans la relative sécurité des sections abritées de la promenade. Mais lorsque la fumée atteint le salon, ils sont forcés de sortir sur les zones découvertes du pont. Beaucoup n'ont rien pour se protéger de l'air glacial de la nuit, alors ils prennent des pulls dans la boutique de souvenirs et s'enroulent dans des rideaux et des nappes récupérés dans le salon pour se réchauffer. Une fois à l'extérieur, le personnel fait face à de nombreuses plaintes de la part des passagers qui n'ont pas été prévenus de se préparer en cas d'urgence et qui n'ont maintenant aucun moyen de récupérer leurs objets de valeur ou leurs manteaux. Malgré la frustration et la souffrance du froid, les passagers restent majoritairement calmes. Les artistes se déplacent parmi la foule, chantant des chansons et jouant de la musique du spectacle du navire pour remonter le moral. Ensemble, ils attendent dans l'obscurité pendant plus d'1 heure, alors que l'état du navire devient lentement insoutenable. À 3h30, la majeure partie du câblage du navire a été détruite par les feux. Plus grave encore, les pompes à incendie sont maintenant hors service, coupant à l'équipage sa principale source d'eau sous pression. Incapable de lutter contre le brasier, il se replie aussi vers les ponts supérieurs, où de nouveaux incendies touchent les cabines et les grandes salles à manger. Le capitaine Wabeck, depuis la passerelle, informe les gardes-côtes qu'il a perdu la plupart de ses moyens pour combattre l'incendie. Puis il remarque que le Prince Endam commence à pencher sur tribord. La chaleur intense fait éclater les hublots en verre. À mesure que chacun cède, une quantité croissante d'eau s'engouffre dans la coque du navire. Au cours des heures suivantes, le capitaine Wabeck tient les gardes-côtes informés, leur signalant que la gîte s'aggrave. À son grand soulagement, la première vague d'hélicoptères est en approche. Les autorités ont aussi mobilisé des avions canadiens et plusieurs autres navires marchands. Mais eux, ainsi que le reste des secours, y compris Williamsburg, sont encore à plusieurs heures de distance. Même avec de l'aide à proximité, le Prince Endam dérive toujours sans propulsion et s'enfonce dangereusement dans l'eau. Après avoir évalué ses options, le capitaine Wabeck décide qu'il est plus sûr pour les passagers d'affronter la haute mer que de rester sur le navire en feu. Peu après 5 heures du matin, il donne l'ordre d'évacuer. Pour les passagers sur le pont, c'est un moment surréaliste. Quelques heures plus tôt, ils espéraient encore regagner leur chambre. Maintenant, les membres d'équipage essaient tant bien que mal de libérer les canaux de sauvetage et pressent les gens de grimper par-dessus le bord du pont, dans n'importe quel espace disponible. La scène qui suit est tout sauf organisée. De nombreux bateaux à moteur transportent bien plus de personnes que leur capacité autorisée. Et à mesure que l'espace à l'intérieur se remplit, certains membres d'équipage inexpérimentés bousculent les passagers pour s'assurer une place pour eux-mêmes. Leur panique oblige des dizaines de personnes âgées et de familles à embarquer sur des radeaux gonflables, une sortie du navire bien plus exposée. Le chaos s'aggrave encore lorsque les survivants sont lancés à l'eau. Lorsque les canots sont descendus à la surface de l'océan, certains ont du mal à se détacher. Suspendus à des cordages tordus, ils s'écrasent contre la coque du navire en flammes et plusieurs canots sont presque descendus les uns sur les autres. L'équipage a finalement libéré le radeau de sauvetage. À partir d'ici, le personnel est censé éloigner les survivants du Prince Endam et attendre ensemble d'être secourus. Mais dans la mer agitée, certains moteurs de canots de sauvetage tombent presque aussitôt en panne.
D'autres ont des gouvernails cassés, rendant la navigation pratiquement impossible. Au lieu de former un groupe serré, les canots de sauvetage surchargés commencent à s'éloigner les uns des autres dans l'obscurité de l'Alaska. Pendant que l'évacuation se poursuit, le capitaine Wabeck et une petite équipe de pompiers restent à bord, essayant de stabiliser le Prince Endam aussi longtemps qu'ils le peuvent. Les officiers supérieurs demandent aussi à la garde côtière de rester vigilante pour repérer d'éventuels survivants dans l'eau, exposés au froid et pouvant se trouver à plusieurs kilomètres lors de l'arrivée des secours. À l'aube, les premiers hélicoptères apparaissent à l'horizon. Les sauveteurs aperçoivent des centaines de survivants, dispersés autour d'une épaisse colonne de fumée s'élevant des restes du Prince Endam. Après avoir repéré la trajectoire et la position du canot de sauvetage, un membre de l'équipage aérien s'approche du Prince Endam. Planant au-dessus d'un pont près de la passerelle, un officier de la garde côtière avec des décennies d'expérience dans la lutte contre les incendies maritimes est déposé sur le pont du paquebot. Il s'approche du capitaine Wabeck qui est figé dans un état de choc. Mais après que le capitaine ait repris ses esprits, ils essayent d'élaborer une stratégie pour maîtriser l'incendie. Entre le refroidissement du navire de l'extérieur avec une pompe portable et la tentative d'évacuer la fumée de l'intérieur, rien n'a eu de réel effet. La structure en acier du Prince Endam est devenue si chaude qu'elle est presque instable, et il devient de plus en plus improbable de sauver le navire. Ils ont donc décidé qu'il était temps d'évacuer le reste de l'équipage. Mais la plupart des canots de sauvetage ont déjà été mis à l'eau, et les hélicoptères ne peuvent transporter que quelques personnes à la fois vers une zone de rassemblement à terre. Jusqu'à ce qu'un des navires rejoigne les secours, les passagers dans l'eau comme les gardes-côtes sont effectivement dans l'impasse. Heureusement, le Williamsburg avance à pleine vitesse et il arrive sur les lieux un peu plus d'une heure plus tard. Les canots de sauvetage motorisés se dirigent vers le pétrolier où l'équipage du Williamsburg aide les survivants à monter à bord par des échelles de corde. En même temps, des hélicoptères commencent à transporter les survivants des canots inondés et de ceux sans gouvernail vers le pétrolier. Mais ils changent de tactique quand le vent des rotors d'hélicoptères manque de faire chavirer les radeaux pneumatiques. En réponse, l'équipage du Williamsburg passe à l'action. Ils utilisent un canot de sauvetage pour transférer les personnes piégées dans des radeaux immobiles vers leur navire. À bord du pétrolier, il était clair que de nombreux passagers n'auraient pas tenu bien plus longtemps. La plupart souffrent du mal de mer, de l'exposition au froid et même d'hypothermie. Les plus gravement touchés sont évacués par avion vers des hôpitaux pour des soins immédiats. Tous les autres reçoivent des vêtements secs, un abri chaud et un repas chaud réconfortant à bord du Williamsburg. Mais environ la moitié des survivants du Prince Endam sont encore coincés en mer. En 4 heures, hélicoptères, avions et un deuxième grand navire rejoignent les opérations de sauvetage depuis les régions voisines. En collaborant, ils communiquent pour localiser les canots restants en relayant les hélicoptères qui ramènent les survivants à terre et refondent plein. Les secouristes sont déjà engagés dans une course contre la montre avant que les passagers restants ne s'effondrent d'épuisement. Un autre facteur accentue l'urgence de la situation. Comme prévu, la queue du typhon du Pacifique traverse la région et la météo se détériore à mesure qu'il progresse. En début d'après-midi, la vitesse du vent et des vagues de 9 mètres ont forcé l'équipage du Williamsburg à regagner leur navire. Dès lors, les survivants comptent surtout sur les équipages aériens pour être secourus et embarqués sur les navires proches. Mais à 16h30, les hélicoptères peinent à faire face au vent violent. Il semble qu'il ne reste qu'un seul canot de sauvetage à la mer et il devient chaque minute plus difficile d'y accéder. Alors qu'il ne reste plus que quelques heures de jour, tous se dépêchent de transférer les survivants avant qu'il ne devienne impossible de voler. En début de soirée, il semble que le sauvetage soit terminé. On pense que les 519 survivants ont tous été retrouvés, répartis entre le Williamsburg, un autre navire, et l'avion qui a transporté les cas médicaux les plus graves vers la terre ferme. De retour sur le Prince Endam, le capitaine Wabeck reçoit la nouvelle qu'il semble que tout le monde soit en sécurité. On ne peut pas en dire autant de son navire. Le matériel portatif de lutte contre l'incendie n'a pas réussi à éteindre le feu et la passerelle elle-même n'est plus sûre. Alors que le Prince Endam roule dans une mer agitée, un hélicoptère de la garde côtière évacue le capitaine du pont. Peu après, des flammes surgissent aux fenêtres de la timonerie.
Après 15 ans de service, le capitaine est descendu sur le pont d'un pétrolier et se tourne pour saluer ce qui fut autrefois sa seconde maison. Pendant ce temps, les secours entament un décompte chaotique quand un problème survient. D'après le journal de bord du Prinsendam, certains artistes et membres du personnel ne figurent pas clairement avec les passagers principaux et l'équipage. Ils constatent avec inquiétude que 2 membres de l'armée de l'air sont portés disparus. Le duo a été aperçu pour la dernière fois plus tôt dans l'après-midi, alors qu'ils étaient descendus dans un canot de sauvetage. Mais leur hélicoptère a dû effectuer un atterrissage d'urgence sur un navire lorsque les rafales de vent se sont intensifiées. Dans la confusion qui a suivi, le groupe de survivants qu'ils aidaient a été oublié. Il a fallu attendre après minuit pour que le sauvetage reprenne. Mais cette fois, c'était sans avion, car ils étaient retournés à leur base. La recherche a été confiée à 2 patrouilleurs qui ont examiné les dernières positions connues du canot de sauvetage à l'aide de projecteurs pour percer l'obscurité de la nuit. Au bout de 45 minutes, une fusée de détresse s'élève du canot de sauvetage disparu. À l'intérieur, l'équipage de l'armée de l'air et 18 autres survivants sont blottis pour se réchauffer. Ils ont passé plus de 20 heures exposés aux éléments. Bien qu'aucun d'eux n'ait de blessures graves, certains sont dans un état avancé d'hypothermie. Heureusement, les survivants ont été retrouvés juste avant que leur état ne devienne irréversible. Après s'être rétablis avec l'aide des médecins, les sauveteurs peuvent pousser un soupir de soulagement. Ils viennent d'achever le plus grand sauvetage aérien maritime de l'histoire moderne, et c'est un succès étonnant. Mais le Princeton Prinsendam est dans un état déplorable. En 24 heures, l'incendie du navire s'est éteint, et les survivants ont été conduits à terre. Avec l'incendie éteint, Holland America espère toujours sauver le paquebot de croisière. Et au début, cela semblait possible. Un remorqueur canadien a rejoint le navire de 129 mètres pour le remorquer en Oregon pour réparation. Quelques jours plus tard, de nouveaux incendies ont éclaté à des points chauds dans le navire abandonné. Les flammes ont fait exploser des hublots, laissant plus d'eau de mer entrer dans la coque du Prinsendam. À partir de ce moment-là, le navire a eu du mal à rester à flot. Au cours des 72 heures suivantes, le navire a été réduit à une coque en feu. Finalement, la passerelle a failli s'effondrer, et la gîte du navire est devenue encore pire alors que les ponts inférieurs disparaissaient sous l'eau. Finalement, le remorqueur a été contraint de ralentir jusqu'à avancer au pas, alors que le Prinsendam atteignait le point de non-retour. Aux premières heures du 11 octobre, le paquebot de croisière calciné s'est renversé sur son flanc tribord. Il a glissé sous la surface en seulement 3 minutes, coulant jusqu'au fond boueux de la mer à environ 2700 mètres de profondeur. Le Prinsendam n'avait que 7 ans lorsqu'il a coulé, et la perte d'un navire de passagers aussi moderne a soulevé des questions gênantes sur la sécurité de l'industrie. Comme le navire était immatriculé sur le territoire néerlandais et que l'incendie s'est produit dans les eaux internationales, l'enquête a été confiée aux autorités néerlandaises. Il leur faudrait plus d'1 an avant de publier leurs conclusions. Officiellement, les autorités ont jugé le Prinsendam apte à naviguer. Il avait réussi les inspections de la garde côtière américaine et respectait les normes de construction néerlandaises de l'époque. De façon inquiétante, le navire respectait aussi les normes anti-incendie, bien qu'il s'agisse de son 3e incendie depuis sa mise en service. N'ayant trouvé aucun défaut de conception évident, les enquêteurs ont attribué l'incendie à une défaillance inattendue d'un composant près du moteur numéro 2. La panne exacte fait débat, mais les autorités soupçonnaient qu'un boulon défectueux aurait pu permettre à du carburant de fuir d'un raccord de cylindre. Quand la fuite a commencé, le carburant sous pression s'est répandu dans la salle des machines et a touché un tuyau d'échappement chaud. Dans des circonstances normales, une surface chaude aurait été protégée par un matériau isolant. Mais les enquêtes ont révélé que l'isolation autour du tuyau avait été retirée lors de réparations antérieures et apparemment n'a jamais été remplacée. Bien que le tuyau exposé ait facilité l'inflammation du carburant, les enquêteurs ont soutenu que le commandement avait encore la possibilité d'arrêter l'incendie avant qu'il ne détruise le navire. Selon leur rapport, la priorité immédiate aurait dû être de couper complètement l'alimentation en carburant. Au lieu de cela, les officiers ont arrêté les moteurs du Prinsendam sans se rendre compte qu'une pompe d'appoint continuait d'alimenter la conduite en carburant, et ont laissé l'équipage subalterne dans une situation sans issue, tentant d'éteindre l'incendie avec des extincteurs portatifs.
Le commandement a aussi été critiqué pour le retard dans l'utilisation du système principal d'extinction d'incendie de la salle des machines. Contrairement au sprinkler, ce système fonctionnait en inondant un espace hermétique de CO2 et en privant le feu d'oxygène. Mais il devait être utilisé rapidement avant que le feu ne devienne trop intense ou ne dépasse sa zone d'origine. Au lieu d'agir immédiatement, le capitaine Wabach et son équipe ont passé environ 45 minutes à essayer de comprendre l'ampleur de l'incendie. Au moment où ils ont déclenché le système au CO2, l'incendie était bien trop important pour que le système puisse l'éteindre. Le manque d'urgence a caractérisé l'attitude des officiers supérieurs. Le capitaine Wabach a notamment été critiqué pour avoir hésité à envoyer le SOS complet et ne pas s'être assuré que toutes les bouches d'aération étaient fermées, ce qui aurait pu ralentir l'incendie. Les tribunaux ont conclu, après examen des preuves, qu'aucun membre du personnel de maintenance n'était responsable du déclenchement de l'incendie. Les responsables ont également soutenu que la catastrophe aurait pu être bien pire, sans l'intervention du officier radio en chef. Sa décision d'ignorer les ordres du capitaine et d'envoyer le SOS complet lui a valu d'être honoré par un prix national décerné par la reine des Pays-Bas. On ne pouvait pas en dire autant du capitaine Wabach et de plusieurs officiers supérieurs du Prinsendam qui ont vu leur licence suspendue en raison de leur gestion de l'incendie. Bien que la plus longue interdiction n'ait duré que 2 mois, cela a apporté un préjudice durable à leur réputation en mer. À la suite des sanctions, Holland America a défendu la conception du Princeton Prinsendam et a continué d'exploiter des croisières le long de la côte de l'Alaska. La compagnie reste active aujourd'hui en tant que filiale de Carnival Cruise Line. Parallèlement, l'opération de sauvetage a reçu de nombreux éloges et des lettres de remerciement de la part des survivants, et elle est devenue connue sous le nom de Miracle en mer. Grâce aux efforts conjoints du personnel commercial, militaire et de la garde côtière, les 519 personnes ont été mises en sécurité sans qu'il n'y ait eu un seul décès ou blessure grave. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres de nos vidéos.